À l'aube, Ouagadougou se lève, et les écrans du monde clignotent d'alertes contradictoires, entre marchés nerveux, chancellerie inquiète et foule qui s'assemblent sur la poussière rouge. On jure que l'aide coule. Pourtant les écoles ferment, les mines s'évident, les routes se taisent, et les comptes nationaux prouvent qu'abondance affichée rime trop souvent avec manque vécu. Et pour vous, que vaut une promesse si Ibrahim Traoré exige que la souveraineté remplace la pitié, ici et maintenant, sans délai, et que les mots deviennent budget, usine, levée d'impôts, champs irrigués, salaires versés. Regardez bien, une ligne bouge, et l'équation change, soudain, irréversiblement. L'histoire récente du Burkina Faso ne se résume plus à une simple succession de crises. Elle est devenue un manifeste vivant, une promesse de transformation portée par la voix ferme d'un jeune officier que beaucoup pensaient éphémère. Lorsque Ibrahim Traoré parle de dignité, il ne convoque pas un souvenir, il définit un cap, car derrière ces mots se joue bien plus qu'un destin national. C'est la revalorisation entière de la souveraineté africaine face à l'économie de dépendance. Le pari est audacieux. Rompre avec des décennies d'attente, de contrats inégaux, d'espoirs suspendus à des financements extérieurs. Mais c'est aussi une chance unique, celle de reconstruire un pays où le travail, la terre et la parole reprennent sens. Si le risque est immense, le gain l'est davantage encore. Un peuple qui cesse d'attendre les solutions d'autrui devient le moteur de sa propre histoire. Et c'est là, dans ce basculement discret, que commence l'enjeu véritable. Savoir si la promesse d'autonomie peut résister aux poisses du monde. La révélation n'est pas venue d'un communiqué officiel, mais d'un chiffre passé presque inaperçu. En 2 ans, le Burkina Faso a réduit de près de 40% sa dépendance aux importations alimentaires. Ce simple indicateur a suffi à renverser la logique du récit. Derrière la statistique, un signal. Quelque chose de structurel changeait dans la manière dont le pays concevait sa survie économique. Ibrahim Traoré, en reprenant l'héritage de Thomas Sankara, a voulu que le symbole redevienne matière. Là où Sankara disait « Produisons ce que nous consommons », Traoré exige désormais que l'agriculture, l'énergie et l'industrie soient reliées comme les organes d'un même corps. Les coopératives remplacent les aides, les partenariats égalitaires remplacent les dons conditionnés. Dans les bureaux comme dans les villages, une autre grammaire de la puissance prend forme, celle du faire plutôt que du demander. Le contexte mondial, pourtant, reste hostile. Le système des prêts internationaux demeure verrouillé. Les matières premières africaines continuent d'alimenter des industries étrangères et chaque geste d'indépendance est commenté comme une provocation. Mais le ton a changé. Les voix du Sahel répondent désormais à l'analyse par des actes. En 2024, la politique du champ, programme phare de Traoré, a mobilisé 300 000 jeunes pour relancer la production vivrière locale. Résultat, des milliers d'hectares repris aux terres en friche, une part croissante d'énergie solaire intégrée à l'irrigation et une réduction sensible des importations de céréales. Ce n'est pas encore une révolution achevée, mais une bascule. Le Burkina Faso, jadis présenté comme un exemple de fragilité, devient aujourd'hui le laboratoire de la souveraineté réelle. Dans cette transformation silencieuse, un constat s'impose. La souveraineté ne se déclare pas, elle se mesure, et le monde, soudain, commence à regarder ce petit pays enclavé avec un respect mêlé d'inquiétude. Dans la poussière des routes de Ouahigouya, un jeune agronome ajuste les panneaux solaires qui alimentent une station d'irrigation. Autour de lui, une trentaine de villageois participent à ce projet pilote lancé sous l'impulsion du gouvernement de transition. Aucun n'a reçu d'ordre dans Oro. Ils suivent simplement une logique que chacun comprend désormais intuitivement. Produire pour exister. C'est cette cohérence de terrain qui incarne la vision d'Ibrahim Traoré. Une souveraineté qui commence dans les gestes ordinaires. À ses côtés, des ingénieurs revenus de la diaspora ont choisi de rester. Pour eux, le véritable exil n'était plus géographique,
mais mental, celui d'un continent condamné à douter de lui-même. Aujourd'hui, ils testent des semences locales adaptées au cycle de sécheresse et conçoivent des systèmes d'irrigation connectés à faible coût. Ces réalisations, modestes mais tangibles, traduisent que la promesse d'une économie de reprise, une économie du possible. Les impacts se font sentir, hausse de la productivité, recul de la dépendance alimentaire, et surtout, regain de confiance. Là où les ONG remplaçaient jadis les institutions, les communautés locales reprennent la main. Cette réappropriation progressive de la décision publique redonne sens à la souveraineté. Elle cesse d'être un mot pour devenir une méthode. Et la question sous-jacente résonne, discrète mais déterminante. Si la liberté se cultive, combien de saisons faudra-t-il encore avant qu'elle ne devienne récolte? Tout a commencé par un geste que beaucoup ont d'abord pris pour un éclat de colère. Le refus d'un nouveau programme d'aide conditionnée, signé entre plusieurs États d'Afrique de l'Ouest et une institution internationale. Ibrahim Traoré, alors récemment installé au pouvoir, y a vu une répétition de l'histoire, celle d'un continent enfermé dans le langage poli de la dépendance. Son gouvernement a décliné l'offre publiquement, invoquant le droit de définir ses propres priorités. Ce fut la première rupture. Les semaines suivantes, une série d'initiatives rapides a redessiné la carte du pays. Les anciens circuits d'approvisionnement, saturés de produits importés, ont été remplacés par des filières locales de production et de transformation. Les discours de Traoré, sobres mais tranchants, résonnaient comme des ordres de mobilisation. Nous mangerons ce que nous cultivons, nous défendrons ce que nous possédons. Derrière ces phrases simples, une stratégie, relier souveraineté alimentaire, industrielle et énergétique pour réduire la vulnérabilité externe. Dans les mois qui ont suivi, les mesures ont pris corps. Le Burkina Faso a instauré une taxe temporaire sur l'exportation de matières premières brutes afin d'encourager leur transformation locale. Des accords ont été signés avec le Mali et le Niger pour mutualiser certaines infrastructures agricoles et énergétiques. Les diplomates occidentaux ont exprimé leurs réserves. Les analystes ont prédit des turbulences économiques. Pourtant, sur le terrain, les signes étaient clairs. Les marchés regagnaient en vitalité, les jeunes trouvaient du travail dans des ateliers de transformation et le ton des conversations quotidiennes changeait. Ce qui n'était qu'un slogan devenait une trajectoire. Les coopératives agricoles, soutenues par des fonds publics, et la participation directe des habitants se multipliaient dans les régions rurales. La production de céréales locales augmentait, les importations de riz baissaient. Au-delà des chiffres, une autre donnée se révélait, le sentiment de contrôle. Pour la première fois depuis longtemps, les Burkinabés pouvaient associer leurs efforts à des résultats tangibles. Mais chaque avancée appelait une résistance. Les institutions financières internationales ont commencé à revoir leurs notations. Des sanctions douces ont été évoquées, et la presse étrangère parlait de dérives autoritaires. Traoré, lui, répondait sans emphase. La dignité n'est pas une option politique, c'est une condition d'existence. Son ton n'était pas celui d'un agitateur, mais d'un bâtisseur impatient. Les mois ont passé, et les effets se sont amplifiés. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches, qui autrefois faisaient la promotion de programmes d'aide étrangère, ont été remplacées par des campagnes locales sur la production nationale. Dans les écoles, les manuels d'économie intègrent désormais des chapitres sur la valeur du travail local et l'histoire des réformes africaines. Ce n'était plus seulement un changement de gouvernement, c'était un changement de paradigme. La révolte devenait méthode, et la méthode prenait racine dans le quotidien. En moins de 3 ans, la trajectoire économique du Burkina Faso a produit des chiffres que même ses détracteurs n'ont pu ignorer. Le premier indicateur porte sur la sécurité alimentaire. Selon le ministère de l'Agriculture, la part des importations de céréales est passée de 62% en 2021 à 37% en 2024. Derrière cette baisse de 25 points se cache une politique cohérente. Subventions ciblées des semences locales, généralisation des systèmes d'irrigation solaire
et création d'un fonds de stabilisation pour les prix agricoles. Chaque pourcentage gagné correspond à des milliers de tonnes de denrées qui ne dépendent plus des cargaisons venues de l'extérieur. La souveraineté n'est plus un discours, c'est une équation mesurable. Le deuxième indicateur concerne l'énergie. En 2020, moins 120 du territoire bénéficiaient d'un accès continu à l'électricité. En 2024, ce taux a atteint 46%, dont plus de la moitié fournie par des sources renouvelables. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a misé sur un modèle décentralisé, mini-centrales solaires communautaires, micro-réseaux gérés par les villages et interdiction des concessions étrangères dans la production primaire. Chaque mégawatt local produit est un mégawatt de dépendance en moins. Les rapports internationaux y voient on voit un risque, le pays y voit un apprentissage. Le troisième indicateur touche à la croissance manufacturière. Longtemps stagnante, elle affiche plus à 5,8% en 2024, un record depuis 15 ans. Cette progression s'explique par la relocalisation partielle du raffinage d'or et la montée en puissance de petites usines textiles transformant le coton national. À Ouagadougou, Bobo Dioulasso au Koudougou, les ateliers fonctionnent désormais à plein régime, alimentant un tissu d'emploi qui absorbe la jeunesse urbaine. Derrière les statistiques, il y a des visages, des mécaniciens, des fileuses, des techniciens qui découvrent que l'indépendance économique commence par une fiche de paye. Mais les chiffres, aussi solides soient-ils, n'ont de sens que replacés dans leur delta, celui entre promesses et réalisation. L'ancienne norme, dépendance chronique, aide perpétuelle, déficit structurel, cède la place à une norme neuve. Autonomie progressive, équilibre budgétaire, investissement endogène. Cette bascule n'est pas linéaire. Elle exige discipline, transparence et rigueur. C'est ce que répète Ibrahim Traoré dans chacune de ses allocutions. Nous ne cherchons pas la perfection, mais la cohérence. Les observateurs étrangers notent déjà un effet d'entraînement régional. Le Niger, le Mali et même le Tchad étudient les mécanismes du modèle burkinabé. Taxation souple, production mutualisée, priorité au circuit court. Pour la première fois depuis des décennies, la comparaison entre pays voisins se fait non plus en termes de dépendance, mais de résilience. Si l'on trace la ligne entre 2021 et 2024, le delta économique du Burkina Faso s'élève à une croissance interne d'environ 3,4 points, tandis que l'aide extérieure a diminué de moitié. Ce n'est pas un miracle, c'est une redistribution des leviers. Et ce déplacement silencieux, appuyé sur des chiffres concrets, confirme que la prophétie de la souveraineté prononcée par Ibrahim Traoré n'était pas une utopie, mais une méthode. Les critiques les plus récurrentes contre la politique d'Ibrahim Traoré reposent sur un double reproche, l'isolement diplomatique et la fragilisation économique. Pour une partie des observateurs, refuser l'aide extérieure revient à se couper des flux financiers mondiaux, donc à ralentir le développement. Ils invoquent la taille réduite du marché intérieur burkinabé, la faiblesse de son appareil industriel et le coût de la sécurité face aux groupes armés. Selon eux, une telle posture de souveraineté risquerait d'épuiser les ressources avant d'avoir consolidé la croissance. Le second argument, plus nuancé, avance que la souveraineté économique n'a de valeur que si elle s'accompagne d'une bonne gouvernance. Sans transparence, disent-ils, l'indépendance devient autarcie et l'autarcie engendre stagnation. Plusieurs institutions occidentales rappellent qu'un pays peut être libre et néanmoins vulnérable à ses propres dérives. La stabilité politique, dans leur lecture, ne se décrète pas, elle se construit par la coopération. Mais à ces deux critiques, la réalité burkinabé oppose des données tangibles. L'économie nationale ne s'est pas effondrée, elle s'est recentrée. Les investissements publics sont passés de 11% du PIB en 2021 à 17% en 2024, non grâce à des prêts, mais à la mobilisation fiscale intérieure. Les exportations de produits transformés ont doublé en 2 ans. Et surtout, la confiance populaire, souvent absente des modèles économiques, s'est accrue. Les sondages internes
indiquent que plus de 70% des jeunes associent désormais la notion de progrès à celle d'autonomie. La position de Traoré ne nie pas la coopération. Elle en redéfinit les conditions. Coopérer ne signifie plus obéir, mais négocier à parts égales. Le risque n'est donc pas l'isolement, mais la lenteur d'un monde qui peine à accepter qu'un pays africain définisse ses propres règles. C'est ce renversement intellectuel, plus que politique, qui donne à la stratégie burkinabé sa force et sa fragilité. Une souveraineté mesurée, non proclamée. Voilà la réponse. Le murmure devient doctrine. Ce qui n'était, au départ, qu'une révolte de circonstances s'est mué en une philosophie continentale. En 2025, lors du discours du président du Botswana aux Nations Unies, les mots d'Ibrahim Traoré ont trouvé un écho inattendu. L'ère de la pitié est révolue. 2 voix, 2 podiums, un même battement. Le ton n'était plus celui de la colère, mais celui d'une certitude. La souveraineté n'était pas une option africaine. Elle devenait un paradigme mondial. À ce moment précis, le Burkina Faso cessait d'être un symbole isolé. Son expérience, ses chiffres, ses réformes inspiraient d'autres capitales. Du Sahel à la côte, les jeunes dirigeants citaient Traoré non pour sa défiance, mais pour sa méthode. La révolution se déplaçait des rues vers les institutions, des slogans vers les plans de développement. L'Afrique, longtemps décrite comme un bloc d'attente, commençait à produire ses propres concepts de gouvernance. Et dans ce tournant discret, une question se posait à voix haute. Si un petit pays enclavé pouvait remodeler son destin, que restait-il d'impossible pour le continent tout entier? Les effets du tournant burkinabé ne se sont pas fait attendre. En moins de 3 ans, le pays a vu s'esquisser 4 cercles d'impact, chacun révélant la portée réelle de la doctrine de souveraineté. Au niveau national, dans les zones rurales, la politique d'autonomie agroalimentaire a inversé des tendances jugées irréversibles. Les coopératives créées sous l'impulsion du gouvernement d'Ibrahim Traoré couvrent désormais plus de 60% des surfaces cultivées. Les revenus agricoles ont augmenté de 25% en moyenne et la fuite des jeunes vers les villes a ralenti. Les campagnes, longtemps désertées, redeviennent un espace d'avenir. Dans le domaine diplomatique, sur la scène internationale, le Burkina Faso a transformé sa réputation. Ce que les chancelleries appelaient jadis isolement s'est converti en crédibilité. En 2024, le pays a signé des partenariats stratégiques avec le Botswana, le Mali et l'Éthiopie autour de projets énergétiques communs. Loin des conditionnalités occidentales, ces accords reposent sur un principe inédit, valeur contre valeur, sans tutelle. La voix de Traoré, ferme mais mesurée, est devenue une référence de négociation équitable. Au niveau des nations voisines, le Niger, le Mali et le Tchad observent et adaptent. Des programmes inspirés du modèle burkinabé émergent. Taxation modérée, transformation locale, emploi communautaire. Une dynamique régionale se dessine. Les analystes parlent d'un effet Sahel, non plus contagion de crise, mais propagation d'exemples. Le leadership d'Ibrahim Traoré, plus qu'un pouvoir personnel, devient catalyseur d'un changement de perception. Au niveau global, au-delà du continent, le ton a changé. Les institutions financières doivent désormais composer avec une Afrique qui négocie, non qui supplie. Les marchés, d'abord méfiants, reconnaissent que la solidité nouvelle de certaines économies souveraines. Le Burkina Faso, jadis classé dans la catégorie des États fragiles, figure aujourd'hui parmi les 10 nations africaines au plus fort taux de croissance manufacturière. Dans les campus étrangers, des étudiants citent ces réformes dans leurs thèses de développement. Ces conséquences dépassent les statistiques. Elles redéfinissent la hiérarchie des valeurs politiques. Le courage, hier perçu comme une posture romantique, devient instrument de planification. La souveraineté, autrefois concept de résistance, devient indicateur de performance. Et dans cette conversion tranquille, Ibrahim Traoré incarne une vérité dérangeante. Quand la dignité devient politique publique, les équilibres mondiaux doivent se réécrire.
Si l'année 2026 prolonge la dynamique actuelle, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso et, par extension, pour le bloc du Sahel. Dans le scénario de base, si la stabilité politique demeure et que la croissance agricole reste supérieure à 4%, le pays consolidera son autonomie progressive. L'État continuera à substituer les importations par la production locale et à réorienter les recettes minières vers l'investissement industriel. Le modèle produire, transformer, consommer s'enracinera dans les institutions. Ce scénario n'est pas spectaculaire, mais il est soutenable. Il consacre une souveraineté lente, méthodique et mesurable. Dans le scénario optimiste, si la coopération régionale s'intensifie, notamment à travers la future alliance du Sahel, et que les infrastructures énergétiques partagées atteignent leur pleine capacité, l'impact pourrait dépasser les frontières. Dans ce cas, le Burkina Faso deviendrait un pôle de stabilité économique pour toute l'Afrique de l'Ouest intérieure. Le pays pourrait attirer jusqu'à 1,5 milliard de dollars d'investissements intra-africains sur 12 mois, selon les projections locales. La souveraineté s'étendrait alors au-delà du principe politique. Elle deviendrait un moteur continental de croissance. Dans le scénario de risque, mais si les tensions sécuritaires reprennent ou si la pression extérieure se durcit, notamment via les notations financières ou les restrictions commerciales, le pays pourrait connaître un ralentissement brutal. Le danger ne serait pas l'effondrement, mais l'épuisement, perte de confiance, hausse de l'inflation, gel des projets communautaires. Dans ce cas, la souveraineté resterait un idéal coûteux, difficile à entretenir, sans partenaires équilibrés. Entre ces trajectoires, une constante demeure. La méthode d'Ibrahim Traoré repose sur la cohérence plus que sur la vitesse. Si les institutions conservent cette rigueur, alors la promesse faite en 2022, bâtir un État libre avant de le déclarer, pourrait se réaliser sans bruit, mais avec durée. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, la souveraineté n'est pas un mot d'État. C'est un prix affiché sur un sac de riz, un salaire versé à temps, une lampe solaire qui éclaire enfin une classe de nuit. Pour les familles, la réforme économique se lit dans les gestes quotidiens. Acheter local n'est plus un devoir patriotique, c'est un choix rationnel. Les marchés débordent à nouveau de produits burkinabés. La confiance circule avec la monnaie. Chez les jeunes diplômés, l'effet est psychologique. Beaucoup, naguère tentés par l'exil, redécouvrent la valeur d'un engagement intérieur. Les start-up locales recrutent, les concours d'ingénierie s'organisent autour des besoins du pays. Ce n'est pas encore une révolution du confort, mais celle du sens. Dans les foyers et les villages, les femmes deviennent la charnière du changement. Responsables de coopératives, formatrices, comptables, elles transforment la souveraineté en économie circulaire. Là où la dépendance crée la peur, la maîtrise crée la dignité. Enfin, dans la diaspora, une fierté nouvelle s'installe. Les expatriés ne se contentent plus d'envoyer de l'argent. Ils reviennent, partagent leurs compétences, participent au projet. Pour la première fois, le lien entre partir et revenir devient symétrique. La souveraineté cesse ici d'être un concept abstrait. Elle prend un visage, une odeur, un bruit, celui d'un peuple qui recommence à croire que ses efforts ne s'évaporent plus. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a défini une approche méthodique. Transformer la souveraineté en politique d'exécution. 5 étapes, claires et mesurables, tracent la route pour les 12 prochains mois. La première étape porte sur l'agriculture circulaire. Réduire de moitié les importations de semences et d'engrais étrangers. Objectif, 80% de production locale d'ici fin 2026, avec certification nationale des variétés. La deuxième étape concerne l'énergie communautaire. Installer 120 mini-centrales solaires et 40 micro-barrages dans les zones rurales. Le suivi sera assuré par les communes, avec indicateur mensuel d'autonomie énergétique. La troisième étape se concentre sur la transformation industrielle. Priorité au raffinage local de l'or et au textile. D'ici 2027, chaque matière première exportée devra avoir subi au moins une étape de transformation interne.
Une réforme fiscale progressive soutiendra cette mutation. La quatrième et cinquième étape vise la gouvernance et la transparence. Mise en ligne d'un tableau public des projets financés, consultable par chaque citoyen. Traoré insiste. La souveraineté sans reddition de comptes n'est qu'un mot. Cette transparence devient le socle du nouveau contrat social. La cinquième étape traite de la coopération sélective. Construire des partenariats sud-sud fondés sur l'échange de compétences, non sur l'aide. Les accords avec le Botswana et le Mali serviront de modèle. Chaque étape possède un indicateur de succès et un calendrier. L'ambition n'est pas de prouver, mais de consolider. Une indépendance vécue, documentée, durable. Le Burkina Faso avance non par miracle, mais par méthode. Celle qu'Ibrahim Traoré résume d'une phrase. Ce que nous mesurons, nous le maîtrisons. Sous le même soleil qui éclaire les champs expérimentaux d'Ouahigouya, les drapeaux usés continuent de flotter. Là, où tout avait commencé avec un simple projet d'irrigation solaire, la promesse s'est transformée en symbole. Le jeune agronome de la partie 4 observe aujourd'hui la récolte qu'il n'espérait plus. Des parcelles vertes au milieu de la poussière, preuve tangible qu'un pays peut renaître sans attendre d'autorisation. Ibrahim Traoré revient parfois sur ses sites pilotes, sans cortège, sans discours. Il parle peu, regarde beaucoup. Les habitants l'accueillent comme un rappel, non comme un chef. Celui qui a osé dire que la dignité pouvait irriguer un sol aride. Chaque outil, chaque pompe, chaque graine porte une mémoire, celle d'un peuple qui a refusé de renoncer. La révolte d'hier s'est faite récolte. Et la phrase d'Anne, qui clôt cette transformation, la souveraineté n'a pas besoin de drapeau pour exister. Du Sahel jusqu'au couloir de New York, les échos du Burkina Faso continuent de vibrer. Ce n'est plus seulement une affaire d'Afrique. C'est une conversation sur ce que signifie être maître de son destin dans un monde interdépendant. La souveraineté, telle qu'Ibrahim Traoré l'a définie, n'appelle ni fermeture ni orgueil. Elle réclame respect mutuel et responsabilité partagée. Nous vivons un moment de bascule. Les frontières ne séparent plus les continents. Elles divisent ceux qui attendent de ceux qui agissent. Si l'Afrique apprend à tenir debout, c'est au monde d'apprendre à écouter. Alors, au-delà des cartes et des discours, la question demeure, simple et universelle. Que vaut la liberté si elle n'est pas vécue ensemble ? Peut-être est-ce là, dans cette interrogation silencieuse, que commence la prochaine étape du dialogue entre peuples. Et maintenant, que chacun réponde à sa manière, non par pitié, mais par partenariat.